bismillah may jóg di way Sëriñ Abbas mi Yàlla fay may ko lu leer léppam ni ray na Yàlla buur dolli ko may. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Shabiba TV. Alors, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans votre émission Les défis de l'heure. Mesdames et messieurs, notre invité du jour est le directeur général de l'organe de régulation du système de récépissé et d'entrepôt. Un organe créé justement par la volonté du chef de l'État, le président de la République, Macky Sall. Alors, nous allons voir justement le contexte de la création bien de cet organe. Le directeur général que nous recevons donc dans ce numéro, il s'appelle M. Driss Junior Diallo. Bonsoir, M. le directeur général. Bonsoir, M. Sagnan. Alors, c'est avec un immense plaisir, comme je le disais tantôt, donc, de vous recevoir justement dans cette émission, et bien, pour parler de l'organe que vous avez l'insigne honneur de diriger, mais également d'autres aspects liés à l'actualité nationale. Merci encore une fois. Merci beaucoup, M. Sagnan, pour l'invitation que vous nous faites. Et c'est tout à l'honneur de l'organe de régulation des systèmes de récépissé d'entrepôt. Nous profitons de l'occasion pour dire aussi bonjour à tous nos spectateurs, téléspectateurs, à travers les différents réseaux sociaux, et saluer la population sénégalaise. Tout à fait. Alors, Driss Diallo, mesdames et messieurs, je rappelle qu'il est également ingénieur financier. Alors, M. Diallo, l'organe de régulation du système de récépissé et d'entrepôt, dans quel contexte justement cet organe a été créé et justement quelles sont également ses orientations stratégiques et objectifs également? Merci beaucoup pour cette question ô combien importante. Ce qu'il faut savoir de l'organe de régulation du système de récépissé et d'entrepôt, c'est d'abord un nouvel outil dans notre atlas gouvernemental, mais aussi dans l'atlas politico-économique de l'Afrique, je dirais, l'Afrique de l'Ouest particulièrement. Et cela découle de la volonté de son Excellence le Président Macky Sall de pouvoir impacter au maximum les producteurs sénégalais, c'est-à-dire les gens qui sont dans l'agriculture à travers tout le pays, de les impacter positivement afin que leur pouvoir d'achat soit amélioré au maximum. Donc la volonté du chef de l'État étant exprimée, il l'a confié au ministre du Commerce, Mme Aminata Assome Diatta, que nous saluons aussi au passage, qui a bien voulu conduire le processus jusqu'à la mise en place de cet organe. Et aujourd'hui, son Excellence a bien voulu nous mettre à la tête de cet organe comme directeur général depuis le mois de février dernier. Et donc, depuis lors, c'est l'opérationnalisation qui commence. Mais auparavant, il faut l'exprimer que ce projet a démarré depuis 2014. Depuis 2014, c'était dans le circuit. L'idée était déjà là. Voilà, l'idée était déjà là. Et c'est le moment aussi de signaler et de saluer, féliciter la personne par qui tout ça est arrivé, M. Ndoye Magat, un fonctionnaire de l'État du Sénégal, un haut fonctionnaire, je dirais, qui a bien voulu porter cette idée avec toute l'administration d'alors jusqu'aujourd'hui au niveau du ministère du Commerce qui a pu piloter le dossier et qui est arrivé aujourd'hui à cette opérationnalisation. Donc je dois le signaler que le Sénégal fait partie des 2 premiers pays qui ont bien voulu mettre en œuvre ce système, le système de récépissé, qui est un nouvel outil innovant de financement. Donc ça permet aux producteurs d'accéder au financement à travers la valorisation de leur stock. Oui, et comment, on aimerait bien avoir une bonne explication par rapport à cela. Comment cet organe justement compte effectivement faire en sorte que ces producteurs-là puissent avoir accès aux finances? Alors, c'est simple. On a vu, si vous voyez d'abord les grands pays, les États-Unis, l'Inde, la Chine, la Suisse, beaucoup d'autres pays qu'on peut citer par là, sont partis, ont en tout cas amorcé leur développement à partir de la production agricole. Mais pour pouvoir pour pouvoir se développer à partir de la production agricole, ça veut dire qu'il faut que nos agriculteurs soient renforcés, qu'ils soient forts, qu'ils puissent emblaver, exploiter d'importantes
périmètre, donc en tout cas qu'ils puissent s'investir davantage dans l'agriculture. Et pour cela, il faut les donner une certaine force. Donc, à travers leur production, il faut que ces productions-là soient commercialisées à des prix qui sont intéressants, qui les permettent, eux, de gagner et de pouvoir réinvestir encore dans la production. Donc, le système de récépissé d'entrepôt vient pour aider ces agriculteurs-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans la plupart des pays, et particulièrement au Sénégal, les producteurs qui sont généralement dans des villages, dans les départements, ont des difficultés énormes pour pouvoir accéder aux banques ou au système financier décentralisé. Parce qu'on leur réclame des garanties ou on leur réclame en tout cas des procédures qui sont assez compliquées. Oui. Donc, ce système de récépissé d'entrepôt vient mettre fin à cela. Il dit, écoutez, le producteur, ce qu'il a comme valeur, c'est la production. Donc, c'est cette production qui, à partir de maintenant, qui va être sa garantie. Mais pour que cette production soit sa garantie, il va accepter de déléguer cette production à une tierce personne ou à une tierce société qui va le stocker dans ce qu'on appelle des entrepôts agréés, des entrepôts modernes. Donc, des entrepôts que l'organe va agréer. Donc, une fois que c'est stocké dans ces entrepôts, à partir de ce moment, on lui délivre un récépissé. Donc, s'il stocke 1 tonne, par exemple, on lui délivre un récépissé sur la base d'1 tonne. Si aujourd'hui la valeur de cette tonne est de 300 000, par exemple, donc le récépissé lui est délivré avec une valeur financière de 300 000. Donc, à partir de ce moment-là, ce récépissé, il va le garder. S'il a besoin d'argent, par exemple, pour pouvoir gérer des urgences familiales ou autre chose, sans brader sa production qu'il a déjà stockée, il peut aller avec le récépissé, demander à la banque de pouvoir lui avancer en attendant un montant, ça peut être 100 000 francs. Autrement dit, c'est cet organe qui se porte garant justement. Exactement. Nous, on garantit, une sorte de garantie, quoi. On garantit la sincérité, on garantit l'intégrité, on garantit le contrôle de tout le processus entre les banques, les producteurs et les entreposeurs. Est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est sécurisé, est-ce que c'est sûr, est-ce que là, vous n'avez pas rencontré des difficultés majeures? Un producteur, par exemple, à qui donc, vous avez garanti, vous avez octroyé justement les récépissés et qui malheureusement n'arrive pas. Est-ce que vous rencontrez parfois des cas comme ça? Alors, c'est le système... Il est vrai que vous me dites que c'est déjà en 2021, qu'en fait c'est en 2021 déjà que... Oui, c'est en 2021, mais on a déjà eu à faire un pilote, ce qu'on appelle. On a déjà fait un projet test en 2018. Sur le riz, on a fait un projet test en 2020, l'année dernière, donc sur l'anacarde. Nous sommes en train de faire en ce moment-là, de rééditer ce pilote, vu qu'on vient de démarrer, on n'a pas encore tout mis en place au niveau de l'organe, mais nous allons sur le terrain pour pouvoir démarrer ce pilote. Donc, je dis encore une fois, le système, il est le plus sécure possible. Tout à fait. Donc, le banquier, en décaissant son argent pour avancer au producteur, il est sûr que la production qui tient lieu de garantie est gérée par une tierce personne qui a un engagement et une responsabilité pour gérer non seulement la production, mais assurer la qualité de cette production-là. Donc le banquier, il sait que la production que le producteur a amenée a déjà fait objet d'un agréage qualité. Donc on regarde la qualité avant de le stocker dans l'entrepôt. Ah ouais, si la qualité est OK, on le met dans l'entrepôt. À partir de ce moment, c'est le gestionnaire de l'entrepôt qui a la responsabilité de gérer le stock en question, avec toute la qualité, les assurances qu'il faut, la sécurité. Et c'est là que le récépissé est émis. Donc le récépissé qui est émis, le producteur il va avec le récépissé à la banque pour dire, écoutez, moi, aujourd'hui, le prix de ma tonne stockée est à 300 000, mais je suis sûr que dans 1 mois ou 2 mois, les prix vont flamber. Ça va aller vers 400 000 ou 1 million. En attendant, avancez-moi un petit montant sur la base de ces 300 000. En attendant. La banque peut l'avancer jusqu'à 80% de la valeur actuelle du récépissé. Tout à fait. Donc la banque peut l'avancer jusqu'à 80% de cette valeur. Et si c'est le cas, il avance, la banque récupère maintenant le récépissé. Donc la banque devient le détenteur, le propriétaire de ce récépissé-là. Tout à fait. Jusqu'au mois du dénouement. Si dans 1 mois, les prix sont intéressants, le producteur peut revenir, ou dans 2 mois, ça dépend de lui. Écoutez, je vous avais donné un récépissé, maintenant je trouve que les prix sont bons, je souhaite le vendre à telle personne. Et cette personne vient faire la transaction au niveau de la banque. Donc il paye au niveau de la banque. Une fois que c'est payé, la banque enlève le montant qu'il a déjà avancé au producteur et lui fait la ristourne
du reliquat de sa marchandise. Oui. Donc le système est sécurisé entre le banquier, le producteur, les entreposeurs. Et nous, en tant qu'organe, nous veillons au contrôle et à la légalité, en tout cas à la conformité de tous ces tâches. Donc le récépissé d'entrepôt, c'est un papier, il peut être électronique comme il peut être physique. Ah, d'accord. Et c'est un papier aujourd'hui qui fait office de titre de propriété au regard de la loi, de la loi 2017-789 qui a créé l'organe de régulation. Donc le récépissé d'entrepôt devient aujourd'hui une propriété, en tout cas un document qui a une valeur juridique, qui a une valeur financière, comme un chèque aujourd'hui. Voilà, M. Deus Diallo, juste après votre nomination, vous n'avez pas attendu assez longtemps puisque vous vous êtes rendu dans certaines régions, surtout la région sud, n'est-ce pas, du pays, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, justement pour rencontrer bien, les producteurs. Parlez-nous vraiment justement de cette rencontre avec justement les producteurs. Oui, comme je vous disais tantôt, on a mis en place la direction générale. On a nommé le directeur général et le PCA au mois de février. Entre février et aujourd'hui, on a 2 mois. On est dans la mise en place administrative qui n'est pas encore prête. Vous savez, ce n'est pas facile de mettre en place un organe. Mais les autorités nous ont donné des instructions claires, notamment le président de la République, son Excellence Macky Sall, et Madame le ministre du Commerce, Assome Aminata, qui ont donné des instructions claires pour que nous puissions prendre en charge d'ores et déjà les préoccupations des producteurs, et ce même si on n'a pas encore fini la partie mise en place administrative. Donc c'est pourquoi on est parti, on a fait 2 semaines sur le terrain, sur la région Casamance, notamment pour la campagne anacarde qui est en train d'être démarrée. Donc la campagne anacarde, vous savez, aujourd'hui le Sénégal est devenu pays exportateur d'anacarde. Et il faut le rappeler, et cela, ça a été possible que grâce à un arrêté du ministre du Commerce qui a été pris il y a quelques années, qui aujourd'hui interdit le transport des noix d'anacarde par la route. Donc ça, c'est pour éviter que les noix aillent dans les pays frontaliers. Donc, ce qui a permis aujourd'hui que toutes les noix d'anacarde sont transportées à partir du port de Ziguinchor vers le port de Dakar ou vers les ports à l'extérieur du pays. Cela a permis d'inscrire le Sénégal comme pays exportateur d'anacarde. Exportateur d'anacarde. Aujourd'hui, ces acteurs d'anacarde sont devenus encore plus forts parce que le système de récépissé d'entrepôt arrive. L'année dernière, c'est grâce au système de récépissé d'entrepôt, par exemple, que les acteurs de l'anacarde ont pu commercialiser les productions, ont pu exporter. Donc l'année dernière, on a eu des Sénégalais qui ont exporté effectivement des tonnes d'anacarde, ce qui a permis de gagner 1,5 sur la balance commerciale habituellement excédentaire. Donc nous avons réduit, habituellement déficitaire, nous avons réduit ce déficit de 1,5 grâce à l'exportation des noix d'anacarde. Et ça, le système de récépissé les a permis de pouvoir engranger des financements auprès des banques. Parce qu'il n'y avait pas les étrangers qui étaient là d'habitude pour venir acheter là-bas. On a mis le système et on a mis plusieurs entrepôts en place au niveau des 3 régions de la Casamance, ce qui a permis aux banques de pouvoir financer sur la base des récépissés. Donc les producteurs se sont entendus avec les exportateurs pour stocker. Et une fois que vous stockez, vous avez le récépissé, vous allez à la banque, dans les 48 heures, la banque vous avance 80% des montants. Ça leur permet d'aller encore acheter un autre stock et venir au niveau de la banque pour pouvoir. Donc ce qui a permis l'année dernière de pouvoir faire l'ensemble des stocks d'anacarde et pouvoir permettre à des Sénégalais aujourd'hui de devenir exportateurs de noix d'anacarde. Donc c'est dire que le système de récépissé d'entrepôt est un système innovant de financement qui aujourd'hui ne peut pas attendre, qui aller sur le terrain pour pouvoir rencontrer ces acteurs. Cette année, on est parti leur dire, écoutez, le système que vous avez vu l'année dernière, cette année, on va le renforcer davantage. Ouais, tout à fait. Donc on vous met à votre disposition, surtout que les producteurs, à la base, dans les villages, c'est pourquoi on a été à Kumbakara, on a été à Sarayoba, on a été à Bagadadi, on a été dans le Bignona, on a été dans le Sédhiou, à Bambali. On a été vraiment. Vous avez même vu à Marsassoum. On a été à Marsassoum aussi, effectivement, parce que Marsassoum, c'est la zone du Diassine. C'est une zone qui produit beaucoup d'anacarde. Donc la zone du Diassine et la zone du Boudié, c'est des zones de production. Vous savez, la région de Sédhiou est la première région de production d'anacarde au Sénégal. Donc la zone de Marsassoum fait partie de cette région-là. Donc on a été rencontrés pour leur dire, écoutez, cette année, il faut que les producteurs puissent bénéficier directement du système de récépissé d'entrepôt. Parce que le système, il s'adresse aux producteurs. Aux producteurs. Ce sont les cibles principales. C'est les cibles principales. C'est pour les éviter de brader leur production. Parce que d'habitude, quand la campagne anacarde commence,
les producteurs, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de gérer des problèmes quotidiens. Et parfois même, ils peuvent vendre leurs produits, n'est-ce pas, assez tôt, à des prix assez bas. Alors après, oui, ils le vendent à des prix bas, à 200 francs le kilo, à 300. Et d'ici le mois de juin, c'est-à-dire dans un ou 2 mois, les prix vont jusqu'à 1000 francs. Donc le producteur, c'est lui qui perd. C'est l'intermédiaire qui gagne. Or, l'intermédiaire, il vient que pendant un temps dans la filière. Et après, il va faire autre chose. Donc, il faut permettre aux acteurs réels de la filière de bénéficier des avantages de la filière. Et c'est ce que le système de récépissé d'entrepôt amène. Et ce n'est pas seulement l'anacarde, c'est dans toutes les spéculations. C'est l'arachide, c'est le riz, c'est les céréales, c'est le sésame. Donc nous sommes dans tout. Donc, après l'anacarde, on va aller vers l'arachide, parce qu'on va commencer la production d'arachide. On va faire le système de récépissé. Là aussi, c'est pour les permettre de pouvoir vendre à des prix intéressants. Et c'est dans toutes les régions du Sénégal, puisque chaque région justement a sa production, ou en tout cas les populations s'activent autour d'une activité assez principale. Oui, tout à fait. Absolument, absolument. La région, c'est toutes les régions qui sont concernées. Vous avez le bassin arachidier élargi, vous avez beaucoup de céréales, mais beaucoup d'arachides. Vous avez la zone nord où vous avez beaucoup de production horticole d'abord. Donc de l'oignon, comme je disais, donc des produits horticoles au niveau du nord et de toute la zone des Niayes. Aujourd'hui, c'est les entrepôts froids aussi, parce que le besoin se fait sentir. Le Sénégal, grâce à la politique de son Excellence Macky Sall, depuis 2012, a beaucoup renforcé le secteur productif. Donc du coup, nous avons de plus en plus de production abondante, de production qui dépasse les niveaux habituels. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'infrastructures de stockage aux normes, aussi bien dans les produits périssables, c'est-à-dire les produits horticoles, que dans les produits non périssables. Donc l'idée pour ces produits périssables, c'est de pouvoir, avec le secteur privé, faire des partenariats afin de mettre des entrepôts froids pour pouvoir conserver les pommes de terre, pouvoir conserver en tout cas tous ces produits périssables pour ne pas qu'ils soient bradés pendant que tout le monde a récolté, que ça soit bradé. Donc, nous sommes dans ce produit horticole, nous sommes dans le riz aussi au niveau du Nord. Là aussi, les acteurs du riz, ils ont besoin aujourd'hui de pouvoir bénéficier de cette partie. Il faut qu'ils aient des possibilités de financement à partir de leur production. Ils maîtrisent la production, donc ils n'ont plus de problème d'accéder au financement. Plus tu maîtrises la production, plus tu as les capacités d'accéder au financement à travers le récépissé d'entrepôt. Donc c'est dire que c'est toutes les régions du Sénégal qui sont concernées et les instructions du chef de l'État et du ministre du Commerce sont très claires en ce sens-là, de pouvoir impacter le pouvoir d'achat de façon positive du producteur à la base. Oui, tout à fait. D'autant plus que lui-même qui parlait de fast track, donc ça doit bouger. Absolument. Alors, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission Les défis de l'heure de la chaîne Shabiba TV. L'invité du jour, M. Driss Junior Diallo, il est le directeur général de l'organe de régulation du système de récépissé et d'entrepôt. Alors, monsieur le directeur, si vous le voulez bien, nous allons maintenant parler de toute autre chose, mais qui a un lien effectivement avec le premier point dont on parlait tout à l'heure. Il s'agit bien sûr de la question liée, n'est-ce pas, à l'emploi des jeunes. Et vous n'êtes pas sans savoir que récemment, il y a eu des manifestations du mois de mars. Et la jeunesse est sortie en masse, n'est-ce pas, pour manifester, n'est-ce pas, son mécontentement, n'est-ce pas, sa colère. Le président de la République, dans son discours, a répondu, j'ai compris, n'est-ce pas, le message, n'est-ce pas, de la jeunesse, et des promesses ont été faites, n'est-ce pas, des chiffres ont été donnés, 400 milliards de francs CFA, justement, au premier pour les jeunes. Alors, une appréciation sur tout cela. Notre appréciation sur cette question, c'est une appréciation positive. Nous, on a eu la chance de pouvoir faire un certain nombre de pays. Personnellement, mon parcours, j'ai grandi dans plusieurs pays africains avant d'aller en Europe. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle politique d'emploi le Sénégal est en train de mener. Et comparé à nos pays voisins, les pays de l'UEMOA, vous verrez que de façon extraordinaire, le Sénégal vraiment dépasse tous ses voisins en matière d'investissement dans l'employabilité des jeunes. Parce que pourquoi on dit l'employabilité? Parce que la question de l'emploi, c'est de l'employabilité d'abord. L'employabilité, ça veut dire qu'il faut que les personnes puissent être employables. C'est-à-dire qu'on peut aller faire l'étude, faire le master, la maîtrise, les licences, et on n'est pas employable parce que sur le marché actuellement, le secteur demandé n'est pas celui pour lequel on a été formé.
Et sur ce plan-là, il faut reconnaître qu'on a fait d'énormes efforts au Sénégal. Le fonds de financement de la formation professionnelle, plus le renforcement des différentes universités, et même, à un moment donné, l'orientation de l'État des nouveaux bacheliers dans les écoles privées, la politique, c'était quoi? C'est de pouvoir disperser les différentes personnes sortant des écoles dans plusieurs entités afin que les formations soient multipliées et qu'elles soient diversifiées en fonction des besoins de l'emploi du Sénégal. Parce que tout le monde était orienté, par exemple, à l'université Cheikh Anta Diop. On a changé pendant à peu près 5 années où on orientait les gens dans le privé. Ce n'était pas fortuit, c'était pour pouvoir donner d'autres dimensions de formation à ces gens. Donc le fonds de financement de l'emploi de la formation des jeunes aussi vient dans cela. C'est plusieurs milliards qui sont offerts chaque année dans la formation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans les b.a.-ba de l'employabilité. Parce que d'abord, pour l'emploi, il faut des compétences, il faut des capacités. Et si on a ça, maintenant, c'est la partie production et transformation. Parce que pour créer des emplois, il faut qu'il y ait un secteur productif. Il faut qu'il y ait des investissements productifs. Donc ce n'est pas seulement des emplois où les gens pensent que c'est l'État qui doit recruter ou le privé. Le privé peut recruter, mais encore que le privé, il faut que le privé fasse des affaires. Donc et pour cela, il faut qu'il y ait le maximum de production. Donc nos pays, et je suis heureux de le voir aujourd'hui dans la journée où son Excellence est en train de présider l'employabilité, le forum sur l'emploi et l'insertion des jeunes, de voir que l'accent est mis sur le secteur productif, notamment dans l'agriculture, l'élevage. Et plus on va investir ou on va moderniser la production agricole, plus on va créer des emplois. Parce que cette production-là, non seulement elle va prendre la main-d'œuvre, mais après, il y aura besoin de transformer cette production-là. Donc, c'est d'autres emplois qui seront créés dans la transformation. Ce qui va faire que nous, on est obligés maintenant d'investir sur les unités de transformation modernes. Et dans nos partenariats, il faut dorénavant qu'on réclame ce qu'on appelle le partage technologique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on signe des partenariats internationaux, que la technologie soit partagée. Ce qui va permettre de produire avec des moyens modernes. Donc, les jeunes vont s'engager davantage dans l'agriculture, parce qu'il n'y a plus de pénibilité. Et ensuite, cette production va être transformée parce qu'il y a des unités de transformation, donc c'est de nouveaux emplois qui sont créés. Tout ça, corrélé, va aller vers les nouveaux métiers de commercialisation, c'est-à-dire les e-commerce. Oui, il est vrai, monsieur le directeur, qu'effectivement, tout cela est bien bon. Mais aujourd'hui, cette question liée, n'est-ce pas, à l'emploi des jeunes ou bien à l'employabilité, comme vous le dites, n'est-ce pas, des jeunes, est tout demeure problématique, n'est-ce pas, pour nos dirigeants. 9 ans, n'est-ce pas, en 9 ans, c'est pas justement aujourd'hui. Alors, est-ce qu'en 2021, donc, le chef de l'État doit encore revenir pour dire que j'ai compris, n'est-ce pas, le message, n'est-ce pas, de la jeunesse, d'autant plus que des structures, monsieur le directeur général, ont été créées, telles que l'ANPEJ, telles que, n'est-ce pas, l'ADER, et vous n'êtes pas sans savoir que récemment, lors de la rencontre des élus locaux à Diamniadio, le directeur général de l'ADER a été, n'est-ce pas, hué, n'est-ce pas, par ses pairs, parce que tout simplement mécontent justement de la gestion. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter par rapport à cette problématique liée à l'emploi des jeunes? Autant de milliards sont investis, n'est-ce pas, dans des secteurs, mais on a l'impression que jusqu'à présent, le problème demeure. Non, alors je pense qu'il faut dissocier des choses. D'abord, nous avons vu des manifestations ces derniers temps et tout, mais ces manifestations, c'est vrai que c'est les jeunes qui étaient concernés, mais il faut reconnaître que la plupart de ces jeunes-là aussi, qui étaient dans ces manifestations, étaient des jeunes enfants. Donc, ils ne comprenaient pas et qui n'étaient même pas dans les positions d'employabilité. Donc, c'est pour comprendre qu'il y a eu une certaine manipulation. C'est pas vous pensez toujours que cela est lié l'emploi. parfois en partie à une manipulation, n'est-ce pas? Oui, c'est bien sûr. Mais quand vous voyez des jeunes gens qui étaient dans les classes là, c'est des jeunes de 12-13 ans, ils ne sont pas employables, ils ne sont pas dans l'employabilité. 80% des gens qui ont cassé, c'était des jeunes gens comme ça. Maintenant, le reste, c'est parce que c'est les gens qui n'ont pas pu, en tout cas, pouvoir passer dans les mailles du filet de l'employabilité. Parce que c'est tout à fait normal. Dans tous les pays, vous avez vu en France, vous avez vu aux États-Unis, les manifestations des Gilets jaunes en France, par exemple. Mais c'est dans tous les pays du monde qu'il y a des manifestations créées par la jeunesse à un moment donné.
Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que le Sénégal a investi et a beaucoup investi dans ça. Vous avez cité l'ADER, vous auriez dû citer aussi le FONGIP, vous avez cité l'ANPED, vous avez le bureau de mise à niveau, vous avez l'ANIDA, vous avez des initiatives sont prises, beaucoup d'initiatives. Et moi, je peux vous confirmer, pour avoir pratiqué ces structures, je peux vous confirmer que ces structures ont fait d'énormes efforts. Et c'est malheureux que le délégué général de l'ADER a fait l'objet de telles attaques la dernière fois par des notables de ce pays aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose à fustiger parce que quand on est notable, on ne peut pas vraiment s'exprimer autant. Mais aujourd'hui, le régime se cache derrière des alliés pour dire, bon, c'est des gens, des manifestants qui parfois sont envoyés par un certain nombre d'individus, des forces occultes. Pourquoi parfois on se cache, n'est-ce pas, derrière ce prétexte-là pour se justifier? Non, on ne se cache pas parce que c'est la réalité, on se connaît. Vous savez, dans ce pays, depuis 2012, chaque année, il y a au moins 100 000 emplois qui ont été créés. Il y a au moins 100 000 emplois qui ont été créés. N'oubliez pas le phénomène de l'immigration clandestine lié en partie par la pauvreté. Le phénomène de l'immigration, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça, c'est mon avis personnel pour y avoir vécu avec des gens comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est plutôt même sociologique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous tous, dans le bas âge, c'est-à-dire que l'immigration a toujours été vraiment un produit qui a été très bien vendu. Et ça continue à capter les mémoires. Bien que ces jeunes qui veulent faire cette immigration ne savent pas ce qui les attend de l'autre côté. Mais aujourd'hui, de plus en plus, avec les nouveaux outils de communication, les gens comprennent que de l'autre côté, ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Mais je reviens encore une fois pour dire que les efforts qui ont été réalisés par l'État du Sénégal sont des efforts énormes. Maintenant, disperser ça pour que toutes les couches soient impactées, ce n'est pas toujours facile parce que c'est d'abord de la proximité, c'est d'abord de la communication, c'est d'abord des échanges pour permettre aux différentes personnes de comprendre. Parce que les jeunes, vous savez que les jeunes ont cette difficulté-là de pouvoir aller vers l'information ou de pouvoir vraiment aller vers certains espaces, en tout cas certaines places, pour pouvoir éventuellement s'enquérir ou en tout cas des opportunités d'affaires qui sont là. Donc c'est tout ça qu'il faut voir. Comment être beaucoup plus proche des populations et comment être beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que ça, c'est aussi le Sénégalais. C'est comment nous qui sommes dans les différentes structures, comment on peut recevoir les personnes, les orienter, les indiquer et se mettre à leur place, faire un peu d'empathie pour comprendre qu'il faut vraiment les prendre en charge afin qu'ils puissent se reconnaître dans ce système dont l'État du Sénégal a fait beaucoup d'investissements. Oui, tout à fait. Et je sais que vous travaillez, n'est-ce pas, également dans ce sens, puisque récemment vous avez tenu, n'est-ce pas, à Marsassoum, n'est-ce pas, donc un forum bien sûr la problématique de l'employabilité, n'est-ce pas, des jeunes. Alors, monsieur le directeur général, suite toujours à ces manifestations, nous avons également entendu un certain nombre de propos émanant de responsables, des propos ethnicistes également, qui peuvent, n'est-ce pas, mettre le feu, n'est-ce pas, à tout moment. Et qu'est-ce qu'il faut justement aujourd'hui à nos dirigeants, mais également à tout le monde pour garder, sinon pour sauvegarder cette cohésion sociale, cette paix sociale que le Sénégal a tant connue? Oui, je vais commencer par le forum sur Marsassoum. Oui, effectivement, c'est toujours dans le sillage de l'instruction de son Excellence Macky Sall, d'être beaucoup plus, ce que je disais tantôt, d'être beaucoup plus proche des populations. Pour pouvoir échanger. Nous avons été à Marsassoum, nous avons échangé avec la jeunesse, avec un certain nombre de programmes de l'État et de projets, pour leur dire, écoute, voici tel projet, ce projet fait ceci et fait cela, voici ce que tu pourrais en bénéficier. Voici tel autre projet, c'est la même chose, voici ce que vous pourriez en bénéficier. Donc c'est cet échange-là qu'on a fait. Et séance tenante, on a distribué des fiches sur lesquelles les femmes et les jeunes ont rempli et ont renseigné, et chacun a sollicité qui pour sa table au marché, qui pour sa ferme ou son terrain à construire ou à cultiver, qui pour vraiment sa moto de Jakarta. Donc c'est plusieurs demandes qui ont été faites, c'est ça, la proximité des entités de l'État vers les populations. Et on a vu une forte mobilisation, oui, tout à fait. Voilà. Oui. Maintenant, pour revenir sur la question sociale, effectivement, je suis d'accord avec vous qu'il faut, le Sénégal a cette chance-là de pouvoir avoir une
cohésion sociale vraiment inégalée dans la sous-région, je dirais même dans le monde entier, parce que nous avons fait beaucoup de pays du monde, on voit un peu les différences. Au Sénégal, les noms de famille sont mélangés, les personnes sont mélangées. Vraiment, c'est un héritage énorme, intéressant, qu'il faut sauvegarder davantage. Et il ne faut pas du tout s'inscrire dans ce sillage où certaines personnes veulent nous amener, dans la division, dans l'ethnocentrisme, ce qui n'est pas non seulement intéressant pour le Sénégal, mais pour toute la sous-région, ce n'est pas intéressant. Et donc, appeler encore davantage les personnes à plus de mesures, à plus de responsabilités dans les comportements et dans les paroles. Tout à fait. Je sais que vous avez également des ambitions politiques. Vous êtes au pouvoir, hein, donc la paire. Et aujourd'hui, on peut savoir les ambitions de M. Diallo, surtout pour son fief Marsassoum, et également le travail que vous menez à côté du chef de l'État, le président de la République, Macky Sall. Alors, je vous remercie. Alors, moi, d'abord, en termes d'ambition, je dis l'ambition, c'est pour le Sénégal. La première ambition, c'est de pouvoir aider les populations à pouvoir gagner honnêtement leur vie, à pouvoir bénéficier de leur travail qu'ils font, c'est-à-dire que la production. La première des choses, c'est de pouvoir aider les populations à se déplacer correctement. Donc nous, depuis 2012, où on est... Parce qu'avant, moi j'étais engagé politiquement au niveau de Dakar, Sicap Mermoz Sacré-Cœur, mais depuis 2012, j'ai décidé de repartir à la base, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de besoins d'investissement, beaucoup de besoins locaux. Il n'y avait pas d'infrastructure routière, il n'y avait pas d'exploitation de champs, il y avait beaucoup de choses qui manquaient là-bas. Et comme on avait la chance d'être au niveau du parti présidentiel depuis 2009, qu'on a accompagné, on a dit, écoutez, peut-être qu'en étant dans la zone de Sidiou, dans la zone de Casamance, en parlant, les gens vont entendre, ils vont savoir que c'est M. X qui est en train de parler, parce qu'on le connaît. Donc, en portant les préoccupations des différentes zones, il pourrait être entendu. Et heureusement, fort heureusement, les préoccupations ont été entendues au plus haut niveau, notamment au niveau du chef de l'État, qui a aujourd'hui décidé de financer le pont de Marsassoum, qui a été construit à plus de 70%, donc il va être livré au mois de novembre prochain, Inch'Allah. Les routes de Marsassoum à Ziguinchor, la boucle des Kalounaï, les routes de Marsassoum à Sidiou. Avant, on faisait 4 heures de temps pour 54 km. Aujourd'hui, on le fait à 30 minutes. Donc, on a vu aussi des périmètres qui ont été mis en place, notamment les périmètres agricoles de 12 hectares, de 5 hectares ou de 2 hectares, où beaucoup de femmes et de jeunes s'investissent. On a vu aussi les écoles. Avant, c'était une zone d'abri provisoire. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'abri provisoire dans ces zones. Donc, c'est dire que l'engagement politique pour lequel on est parti, c'était ça. Cette ambition de pouvoir aider à ce que l'État vienne investir davantage, mais à ce que d'autres privés aussi, aujourd'hui, on a un privé qui a investi, par exemple, sur la transformation de l'eau à Marsassoum, ou des privés qui ont investi sur de la restauration. Aujourd'hui, dans la zone de Sédiou, dans la zone de Sansamba, toute cette zone de Yassine, jusqu'à Bémé ou dans le Djirédi, vraiment toute cette zone de Casamance, et même dans le Bignona où nous sommes aussi, parce que en Casamance, on a cette chance-là de pouvoir appartenir à plusieurs régions à la fois, parce que la maman vient de là, le père vient de l'autre côté. C'est la zone la plus cosmopolite. Voilà, donc dans le Bignona et dans le Boulouf, nous faisons aussi des choses. Oui, monsieur le directeur, justement, peut-être ça va être sans doute l'un des derniers points, peut-être si justement on parle de la Casamance, cette zone, n'est-ce pas, qui pendant plus de presque 40 ans maintenant, a connu vraiment une sorte de rébellion. Un mot sur la paix en Casamance, justement, avant de clore. Oui, sur la paix, il n'y a rien de tel. La paix, c'est vraiment la base de tout développement, c'est la base de toute cohésion. Sans la paix, moi, je peux vous en parler davantage parce que j'ai vécu la guerre en Côte d'Ivoire, je sais ce que c'est la paix, mais j'ai vécu aussi les événements en Casamance parce que nous sommes nés là-bas. Donc, nous, la paix, c'est primordial et elle n'a pas de prix. Donc, nous sommes vraiment heureux de constater que depuis l'avènement de son Excellence Macky Sall, vraiment, on a cette accalmie, on a cette paix-là, vraiment, et les efforts des uns et des autres continuent toujours à pouvoir aller définitivement vers cette paix. Donc nous appelons les différents frères à continuer à œuvrer
dans ce siège, dans ce dialogue avec l'État, pour que nous puissions développer notre chère Casamance à travers la paix. Tout à fait. Alors, Monsieur Diallo, Monsieur le directeur général, on est arrivé au terme de cet entretien. Voilà, peut-être un dernier mot, sinon au mot de la fin. Voilà, merci beaucoup. Je vais juste rappeler au mot de la fin, comme vous me le disiez tout à l'heure, un peu mon parcours. Alors ce parcours qui est un parcours très modeste, qui était un parcours très modeste, où on a fait l'école primaire au niveau de Marsassoum, mais après c'est en Côte d'Ivoire où j'ai fait le lycée, et le collège et le lycée, c'est là-bas que j'ai eu le bac. Vous connaissez bien les villes d'Abidjan? Voilà, à Abidjan, j'ai même commencé ma première année d'université à Abidjan, voilà, avant de venir ici au Sénégal, de pouvoir continuer, mais aussi de faire un tour en Occident. Donc après cela, on a commencé à travailler au niveau des banques. Donc j'ai fait 4 années dans les banques de la place, avant de rejoindre le premier fonds de garantie créé par l'État du Sénégal, qui est le fonds GIP, où j'ai occupé plusieurs postes de 2013 à 2021. Là. Où j'ai fait vraiment un parcours où on a fait tout le territoire sénégalais dans le développement vraiment à la base. Et aujourd'hui, son Excellence Macky Sall, avec le ministre Assome Aminata Diatta, ont bien voulu me faire confiance en me nommant à la tête de cette direction. Nous leur en remercions et nous allons tâcher de mériter leur confiance et de mériter la confiance des Sénégalais surtout. Parce que l'objectif, c'est quoi, comme le dit son Excellence Macky Sall, c'est de pouvoir aider les populations à la base. Tout à fait. Voilà, donc c'est sur ces mots que je voudrais remercier tous les téléspectateurs, toute la population sénégalaise et africaine, parce que moi je suis panafricaniste. Oui, tout à fait, ça se voit. Et aussi tout à fait. féliciter son Excellence Macky Sall. L'Afrique, oui, tout à fait. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir un peu pour parler sur des questions liées, n'est-ce pas, à l'Afrique. Donc, continent assez secoué, et récemment, vous avez vu l'assassinat d'Idriss Déby. Donc, voilà. Et voilà, merci. L'intégration africaine, c'est une chose très importante. Et moi, je m'inscris dans ça. On pourra en faire d'autres débats. Oui, bien sûr. On parlera vraiment parce que nous avons eu cette chance-là de pouvoir faire plusieurs pays. Et nous saluons la mémoire du président Idriss Déby, qui était un grand combattant pour l'Afrique, un grand combattant pour la paix, et qui a beaucoup lutté contre le terrorisme, que nous saluons au passage. Voilà, merci M. Diallo. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Nous avions comme invité M. Driss Junior Diallo. Il est le directeur général de l'organe de régulation du système de récépissé et d'entrepôt. Vous avez entendu, donc, dans cette émission, dans cet entretien, il est revenu un peu sur les objectifs et les orientations stratégiques de cet organe, donc, qui a été créé justement par la volonté du chef de l'État, justement pour permettre aux producteurs sénégalais d'avoir accès, n'est-ce pas, aux finances. Et beaucoup d'autres questions ont également été décortiquées au cours de cet entretien. Merci. Une mention spéciale à mes amis, Modou Fall, mais aussi M. Lamine Gueye et l'ensemble de la rédaction de Shabiba TV. On se donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Les défis de l'heure. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Bismillah may jóg di way Sëriñ Abbas mi Yàlla fay may ko lu leer léppam ni ray na Yàlla buur dolli ko may